Merci de suivre le Culture Mag consacré en partie aujourd'hui à l'accident d'hélicoptère pour une télé-réalité. Accident qui a tué en Argentine 10 personnes, dont la navigatrice française Florence Artaud. Dans ce journal, nous reviendrons sur la surenchère des émissions de télé-réalité. Toujours plus loin, toujours plus folles. Les embûches, les défis les plus démesurés sortent des cerveaux des producteurs d'émissions du monde entier. Sur les 10 victimes, 3 sportifs, ils tournaient un épisode du reality show Dropped, un show suédois sans limite. Nous reviendrons également sur la personnalité de Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, l'une des sportives chéries des médias, navigatrice, chanteuse et auteure de 3 livres. Et puis enfin, avis aux fans de moto. Au sommaire de ce journal de la culture, notre reportage sur un rallye de bikers absolument démentiel. 11 motards qui veulent rallier Tel Aviv à Berlin. En 1930, dans une Europe tourmentée et antisémite, d'autres bikers avaient fait la même expédition. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bonjour Sandy Fortis. 10 personnes sont mortes en Argentine dans le crash de 2 hélicoptères. Parmi elles, 3 sportifs français qui tournaient une émission de télé-réalité, Dropped. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc en fait, c'est une émission qui nous vient de Suède. Je vous propose d'en regarder la bande-annonce et on en reparle après. Édifiant. Et alors, en quoi elle consiste cette émission ? Alors le principe, 8 sportifs célèbres qui sont séparés en 2 équipes qui vont s'affronter. Donc ces participants sont complètement lâchés dans la nature, d'où le nom de l'émission, Dropped en anglais. Et ils se retrouvent loin de toute zone habitée. Ils vont devoir rejoindre la civilisation par leurs propres moyens, sans carte ni boussole. Et comme dans toute compétition, l'équipe qui parvient en dernier devra éliminer un de ses membres. La version française de Drop, donc cette émission, elle était prévue cet été sur TF1. Bien évidemment, le tournage a été suspendu. Sandy Fortis, la maison de production qui était derrière cette télé-réalité avait déjà connu d'autres drames. Exactement, il s'agit d'ALP, Adventure Line Production. C'est la boîte qui produit également Fort Boyard et Koh-Lanta. Alors on se souvient tous du scandale qui avait éclaté en 2013 suite au décès d'un candidat, Gérald Babin, pendant le tournage de l'émission. C'est un scandale qui avait par ailleurs engendré le suicide du médecin de l'émission. Alors malheureusement, ce n'est pas le seul drame qui survient sur le petit écran. Par exemple, Survivor, l'émission qui a justement inspiré la version française Koh-Lanta, a elle aussi fait d'autres victimes. En 2009, un candidat de la version bulgare a fait une crise cardiaque lors du tournage. Et quelques mois plus tard, c'est dans la version pakistanaise qu'un des candidats s'est noyé devant les caméras. De nombreux autres accidents se produisent évidemment dans ce genre d'émission qui propose des défis de plus en plus dangereux aux candidats. Alors justement, cette tragédie en Argentine est la plus meurtrière jamais survenue sur le tournage d'une émission de télé-réalité. On a l'impression, Sandy Fortis, que la surenchère est sans limite, que les idées les plus démesurées sortent du cerveau de tous les producteurs. Exactement, c'est à celui qui ira le plus loin, à l'émission qui sera le plus spectaculaire, la plus sensationnelle. Voici un petit florilège des différentes émissions de challenge qui sont diffusées dans le monde. We're blasting through the snow on a winter wipeout day. Over the course we go, crashing all the way. Bells are being rung. Locked in isolation pods and cut off from all contact, they are not competing against each other. Is this even legal? Oh, God, this is so hard. It was very impressive in the warm-ups. And Ernie Brody, will he be the first? Donc 10 personnes mortes en Argentine sur le tournage de cette émission de télé-réalité. Parmi elles, 3 sportifs français. On va revenir, Sandy Fortis, sur Florence Artaud, l'enfant chéri des médias. Mais tout de suite, le portrait des victimes sportives avec Julia Gadancia.
Florence Artaud était l'une des plus grandes navigatrices au monde. Surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, elle a notamment remporté la Route du Rhum en 1990, la plus prestigieuse des courses transatlantiques en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Camille Muffat, elle, a marqué l'histoire de la natation française. Elle avait été couronnée par l'or olympique en 2012. Elle s'était illustrée lors des Jeux de Londres en remportant 3 médailles, dont l'or sur 400 mètres nage libre. Cette championne discrète avait créé la stupéfaction en juin 2014 en annonçant sa retraite sportive à l'âge de 24 ans seulement, lassée par les longues heures d'entraînement dans les bassins. Alexis Vastine, dans la catégorie des super légers, a été médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Florence Artaud était une enfant de la mer, une fille d'éditeur, la maison d'édition française Artaud. Elle était surtout, Sandy Fortis, l'enfant chéri des médias. Exactement, on l'a surnommée la fiancée de l'Atlantique. Elle est rapidement devenue, justement, comme vous l'avez dit, la chouchou, la femme sportive chouchou des médias. Elle a fait la couverture de Elle, de VSD, de Paris Match et de nombreux autres magazines, symbole de la femme forte, de la femme libre, de l'aventurière. Et en plus d'être une grande sportive, elle n'avait pas la langue dans sa poche et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle était tant appréciée. Et elle avait publié ses livres dont on voit les couvertures. Elle avait également chanté avec Pierre Bachelet en duo. Je propose qu'on en écoute un petit extrait. Flo, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux. Pierre, t'es comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Voilà ce qu'on pouvait dire pour clore ce dossier. Le tournage de Cropped pour TF1 avait débuté fin février à Ushuaia, pointe sud du continent américain, en Patagonie argentine. Le nageur Alain Bernard, la cycliste Gianni Longo, le footballeur Sylvain Viltord et Philippe Candeloro, entre autres, faisaient partie du casting. Merci beaucoup Sandy Fortis. À suivre maintenant le highlight du jour. Mathis aimait l'Orient, ce n'est un secret pour personne, une passion qui va se développer au fil de ses voyages et de ses rencontres. Arabesque, une exposition qui dévoile au grand public une centaine d'œuvres du grand Henri Matisse, parmi lesquelles des grands chefs-d'œuvre dont certains sont exposés pour la première fois en Italie. Prêtés par les plus grands musées du monde, le Tate à Londres, le MoMA de New York ou encore le Centre Pompidou et le musée de l'Orangerie à Paris, pour ne citer que les plus grands. Arabesque, les chefs-d'œuvre de Matisse, c'est à Rome jusqu'au 21 juin. C'est probablement l'une des expéditions de motards les plus émouvantes, qui soit 9 bikers, 11 pays, plus de 6000 km pour allier Tel Aviv à Berlin, un remake d'une célèbre expédition à deux roues qui avait eu lieu en 1931 dans une Europe plus que tourmentée. David Gombin et Daniel Bock se sont embarqués dans les préparatifs de cette folle aventure. Tel Aviv, 1932, la ville que l'on appelle encore la colline du printemps, accueille les premières Maccabiades. Les Maccabiades, surnommées les Jeux olympiques juifs, c'est peut-être l'une des premières campagnes de communication du Congrès juif mondial. Former une nouvelle image du juif dans une Europe en pleine tourmente. Un juif athlétique, sportif, fort. Mais c'est aussi un appel à émigrer vers la Palestine mandataire et à échapper à la montée des totalitarismes. L'histoire se souvient qu'à ces premières Maccabiades, 390 athlètes sont venus de 18 pays. Mais remontons 2 ans en arrière. Les préparatifs pour y arriver sont énormes. Pour recruter les sportifs, une expédition se forme. De Tel Aviv à Berlin, 11 fondus de la moto parcourent plus de 6000 km afin d'écumer les communautés juives d'Europe et les rallier.
Un an après, ils recommenceront. En 1931, ils se rendent même jusqu'à Glasgow, en Écosse, parcourant cette fois près de 10 000 km à deux roues. Une aventure humaine fantastique. 85 ans plus tard, cette expédition est sur le point d'être renouvelée. Nous sommes à Kfar Maccabia, le centre névralgique des Maccabiades. Une équipe de tournage est sur le qui-vive. Sous la houlette de la Britannique Catherine Lurialt, elle s'apprête à filmer à nouveau cette incroyable aventure. J'ai pensé que nous réincarnerions ces expéditions de 1930 et 1931 en suivant 11 motards d'Israël et à travers l'Europe pour rejoindre Berlin. Israël, Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Autriche, République tchèque, Pologne et Allemagne. Réalité géopolitique oblige, le parcours diffère quelque peu de celui de 1930. Mais l'arrivée au stade olympique de Berlin pour la cérémonie d'ouverture des Maccabiades, celui-là même qui fut l'emblème de la propagande nazie en 1936, est hautement symbolique. Il ne reste plus qu'à trouver les motards qui conviennent à cette folle équipée. Hélène Katz semble tout trouver. Vétéran du deux roues, il a déjà parcouru plus de 80 pays sur sa bécane. Avec 3 copains, Yossi, Ziv et moi-même, on a fait des expéditions extraordinaires dans le monde entier. Shimon Peres nous a envoyés en Tunisie, il s'est fait photographier avec nos motos et nous a donné une lettre de créance pour qu'on puisse rentrer en Tunisie. On est les seuls motards israéliens à être rentrés en Tunisie. Ironie du sort, le grand-père d'Hélène était l'un des 11 motards qui ont pris part à l'expédition originale. Une équipée qui prend encore plus de sens donc. C'est un événement incroyable pour moi en tant que juif, en tant qu'israélien et en tant qu'aventurier. Par rapport à ma famille aussi. Elle vient de Vienne, je suis autrichien. Donc la boucle va pouvoir être bouclée. Parmi les candidats, Hila et Ravit. Originaires du petit village de Nativa Asara, à la frontière de la bande de Gaza, elles sont passionnées de deux roues et déterminées à prendre la route. C'est un monde masculin, mais les femmes y ont leur place. Et notre intention, c'est en partie de montrer que les femmes ont autant leur place que n'importe qui dans le monde merveilleux du deux roues. Back to Berlin, entre passé et présent, ce documentaire veut éclairer ce que fut le destin des sportifs juifs des années 30 et ce qu'il en est aujourd'hui à l'heure de la remontée de l'antisémitisme en Europe. Mais avant tout, il s'agit d'une histoire intemporelle, la passion des gros cylindrés. Départ prévu le 10 juillet prochain. On va terminer ce Culture Mag avec de la mode. Comme chaque jour, nous suivons les présentations parisiennes, mais à notre façon. Après le portrait du créateur israélien qui déboule en France, Ed Miner, et bien voici celui de mannequins gabonaises. Elles veulent remettre les rondeurs au goût du jour. C'est un récit de Ariane Hassan. À la différence de nombreux pays africains, à Libreville, rondeur n'est pas synonyme de beauté. Ici, dans la capitale du Gabon, les femmes sont de plus en plus influencées par la mode occidentale qui préfère les silhouettes minces et élancées. Lors du défilé du concours de beauté Miss Gabon, impossible de ne pas s'apercevoir que la tendance est à la taille fine. Mais une association récemment créée est bien décidée à riposter pour remettre les courbes à l'honneur. Certaines même ont du mal à se prendre même en photo, parce que quand tu regardes en photo, tu te vois grosse, tu te vois tout de suite moche et tout. Donc on essaie d'organiser des shootings photos avec maquillage, un maquilleur qui vient maquiller, si on peut se coiffer, on se coiffe. Et puis voilà, tout de suite les filles se sentent belles sur la photo. L'association organise pour ses membres de nombreux événements, du pique-nique aux baignades, en passant même par un défilé de mode. Ces femmes se préparent pour faire leur début en tant que mannequins dans ce salon de beauté. Larissa a créé le groupe en 2013, il compte désormais des centaines de membres. Elle-même était mince avant la naissance de ses enfants et avant une maladie ayant entraîné sa prise de poids. Des recherches sur Internet, en voyant, en m'informant un peu, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon cas. Surtout en Europe, beaucoup de personnes dans mon cas qui souffraient vraiment de vivre avec des rondeurs. Voilà, donc ça a été très difficile et tout est parti de là. Le projet de Larissa est novateur dans un pays où les entreprises n'ont recours qu'à des mannequins minces pour vendre leurs produits et où les femmes rondes sont souvent stigmatisées. Les gens me regardent peut-être par curiosité en disant c'est quelle grosse qui a porté un slim ou bien un petit haut. Moi je mets des collants, des petits hauts. Bon, il suffit de bien couvrir les parties. L'association espère bien organiser son propre concours de beauté d'ici 2 ans.
Et si l'on en juge par le succès remporté par ce défilé de mariage, les rondeurs devraient prochainement être remises au goût du jour. Voilà, la mode peut prendre des formes tout à fait variables. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va se retrouver bien évidemment demain pour un nouveau journal dédié à la culture et au lifestyle. Les infos vont reprendre juste après sur i24 News. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous rappelle bien sûr que si vous voulez revoir cette émission, vous allez sur notre site www.i24news.tv et vous regardez le site en replay. Merci, à demain.